nous avons le plaisir, avec Pierre-Olivier Fischler et moi-même, Marie-Hélène Losser, de vous inviter à cette session sur la RAC chez le patient au risque cardiovasculaire. Nous allons partager une bonne heure et demie ensemble. J'espère qu'on arrivera à une conclusion intéressante pour vous. On aimerait tout d'abord savoir quel est un peu le case mix ici. Vous êtes plutôt des médecins? Y a-t-il des infirmiers? Médecins principalement. Vous pouvez lever la main, peut-être, ça sera encore plus simple. Si vous pouviez juste... Les médecins peuvent lever la main. Super. Oui, les internes. Un petit peu. Très bien. Les IAD. Donc on a affaire à une les infirmières. Assemblée... Infirmières, pas d'infirmières. On a affaire à une assemblée bien expérimentée, je vois, ce qui va peut-être aider. Hein. Donc vous êtes invités vraiment à participer par vos questions. Ce qu'on vous propose aussi, c'est de faire les deux topos l'un à la suite de l'autre pour qu'à la fin, on puisse avoir une discussion. Et vraiment, soyez présents, animez cette discussion. Hein. Vous avez deux experts à votre disposition pour avancer sur cette réflexion. Donc, le premier de nos orateurs, Sophie Provenchère, à l'hôpital Bichat de la PHP, qui nous présente la partie contre. L'idée, c'était de commencer par la partie contre pour lancer le débat tout de suite. Voilà. Bonjour à tous. Alors, je remercie le comité d'organisation du congrès de me donner la parole et je remercie également les modérateurs. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec cette présentation. Et on a choisi d'intervertir l'ordre des présentations, justement pour mettre en perspective ces possibilités de RAC chez le sujet à haut risque. À titre personnel, je suis très spécialiste des patients à haut risque cardiovasculaire et très clairement un tout petit peu moins de la RAC. Et donc, finalement, c'est mon questionnement que je vais vous faire partager. Et j'espère que mon contradicteur pourra apporter des réponses. Tout d'abord, j'ai repris dans le texte une phrase que j'ai trouvée dans le groupe francophone de réhabilitation améliorée après chirurgie et qui dit « Il n'y a a priori pas de contre-indication à la RAC, mais une adaptation des protocoles au contexte de la prise en charge et des patients. » Et comme dirait Martine, c'est flou et quand c'est flou, on peut se poser des questions, on est en droit de se poser des questions. Alors tout d'abord, la première partie, ce serait pour vous dire finalement qu'est-ce qu'un patient à haut risque cardiovasculaire, comment on le définit, quel est effectivement son risque, comment on l'évalue et que disent, j'ai une énorme faute d'orthographe, excusez-moi, que disent les recommandations. Le patient à haut risque cardiovasculaire, on a un certain nombre de recommandations, en particulier les recommandations de l'ESC qui viennent de paraître, qui sont toutes fraîches, qui datent du mois d'août 2022. Je vous encourage, c'est vraiment un encouragement à les lire. Vous verrez qu'elles sont copieuses. Néanmoins, elles ont le bénéfice de vraiment définir ce que c'est qu'un patient à haut risque cardiovasculaire. Et donc, si on fait une espèce de synthèse, on se dit qu'un patient à haut risque cardiovasculaire, finalement, c'est très large. C'est un patient qui a un facteur de risque cardiovasculaire connu, qui est certes âgé, on est âgé très jeune, dès 65 ans, mais on est également à risque si on a plus de 45 ans avec au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire. Bien sûr, si on a une maladie cardiovasculaire connue, bien sûr, signal d'alarme si on a des symptômes récents, dans ce cas, il va falloir décaler la chirurgie, et puis, ça n'est pas dans les recommandations, mais si on est un patient fragile, et surtout, ça dépend du type de patientèle que vous avez, de votre bassin de population. Particulièrement, moi, je travaille à l'hôpital Bichat. On a énormément de patients qui n'ont pas de suivi médical régulier, pour lesquels on est le premier contact, qui n'ont ni cardiologue ni médecin généraliste. Et il y a effectivement des disparités de sexe, de milieux socio-économiques et d'accès aux ressources en santé. Et ça, ce sont des choses qui sont assez peu évaluées dans la littérature. Donc, vous avez ici ce tableau
qui est contenu dans ces recommandations de l'ESC. Et vous voyez que si on élimine tout ce qui est semi-urgent ou urgent, tout ce qui va être défini comme des complications cardiovasculaires, elles tiennent à la fois au terrain du patient, le plus de 75 ans, celui qui a une pathologie coronaire, l'insuffisance cardiaque, la sténose aortique, la maladie vasculaire périphérique, l'insuffisance rénale, le diabète, l'anémie, tout ce qui tient au type de chirurgie, à la procédure, tout ce qui tient aux facteurs post-opératoires qui vont amener à ces complications cardiovasculaires qui sont ici définies. Vous savez qu'en fonction des études, les outcomes, ce ne sont pas toujours les mêmes. Donc ici, on va définir la complication cardiovasculaire comme l'infarctus du myocarde de type 1 ou de type 2, l'insuffisance cardiaque, l'arythmie, l'embolie pulmonaire, l'AVC et la mort d'origine cardiaque. Quelques chiffres qui sont là pour positionner un peu le débat. Si on regarde les grandes cohortes de patients, mais vraiment les énormes cohortes, les databases américaines, on s'aperçoit que dans cette population chirurgicale tout venant, eh bien, 50% des patients de plus de 45 ans qui sont éligibles pour une chirurgie non cardiaque, puisqu'ici on s'intéresse à la chirurgie non cardiaque, ont au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire. 18% ont une cardiopathie ischémique. 4,7% ont des antécédents d'AVC et plus de 7% ont un score de Lee qui est supérieur à 3. Donc cet enjeu est de taille. Et si maintenant on s'intéresse à la mortalité à 30 jours, sur cette cohorte de 40 000 patients, tout venant supérieurs à 45 ans, la mortalité elle est basse, elle est de 1,8%, mais néanmoins, toute complication cardiaque confondue, un patient sur 7 va présenter une complication cardiovasculaire. 50% des décès sont en lien avec le saignement, l'infarctus du myocarde et le sepsis. Je vous ai mis à côté les médianes de survenue de l'événement. Et vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre d'événements qui sont décalés dans le temps, la survenue du sepsis et puis le décès, puisque 30% des patients ils vont mourir après leur sortie de l'hôpital. Ce qui essaie de mettre un petit peu en perspective ce type de patients avec la possibilité d'une RAC chez eux. Quels sont maintenant, au-delà du 30e jour, les facteurs associés à la mortalité à 90 jours? Là, c'est une cohorte qui s'intéresse à une population spécifique de patients insuffisants cardiaques. Là encore, 355 000 patients. C'est de la chirurgie ambulatoire. Donc, on se rapproche un tout petit peu de ce dont on veut parler. Eh bien, un patient sur 500, c'est très faible, va présenter une complication cardiovasculaire. Mais le patient insuffisant cardiaque, qui est un patient à haut risque cardiovasculaire, lui, il a 5 fois plus de risques de complications cardiaques. De complications cardiaques, oui, mais aussi de complications non cardiaques. Et son risque persiste, y compris pour des patients bien traités et stables. En fait, quand on regarde dans ce papier, plus de 90% des patients qui faisaient partie de cette cohorte étaient parfaitement contrôlés sur le plan médical et rentraient dans les guidelines de prescription de l'insuffisance cardiaque. Et cette constatation, elle était vraie, quel que soit le type de chirurgie. Et la conclusion de l'étude, c'est, vous le voyez, que les résultats de cette étude invitent à être exigeants pour savoir quelles populations sont considérées pour être fit pour de la chirurgie ambulatoire. Alors maintenant, on a fait la mortalité à 30 jours, on a fait la mortalité à 60 jours. Faisons donc la mortalité à 90 jours, faisons donc la mortalité à 1 an. Et là, si on s'intéresse au pronostic des patients et si on définit les événements comme l'infarctus du myocarde, le recours à une revascularisation, l'insuffisance cardiaque, l'arythmie, l'embolie pulmonaire, l'arrêt cardiaque ou l'AVC durant les 30 premiers jours post-opératoires, eh bien, on s'aperçoit qu'évidemment, les complications cardiovasculaires, elles sont associées à la mortalité à 1 an et à la mortalité à 3 ans. Si maintenant on regarde quels étaient les facteurs associés avec cette mortalité, on s'aperçoit qu'il s'agit essentiellement de facteurs de risque cardiovasculaires, la pathologie ischémique, l'arythmie, l'insuffisance cardiaque et les cardiopathies valvulaires. Donc on voit que, en conclusion, pour ces patients à haut risque cardiovasculaire, la situation elle est compliquée parce qu'ils sont bien à haut risque de complications cardiaques, ils sont également à risque de complications non cardiaques, ils sont également à risque de mortalité opératoire proche, mais aussi à 30 jours, à 90 jours, à 1 an. Donc, les résultats d'une chirurgie ambulatoire ou de RAC, de protocole de RAC pour ce type de patient, ça va être difficile à évaluer.
Et personnellement, j'ai cherché un petit peu partout dans la littérature. Je n'ai retrouvé aucune donnée sur le risque de mortalité et de complications chez ce type de patient spécifique qui aurait été placé dans une filière de RAC. Donc il va falloir aborder les choses d'un autre point de vue. Alors ce qu'on me demande, c'est de faire de la RAC. Très bien. Donc ce qu'on me demande, c'est de bien travailler. Si je dois bien travailler, je dois appliquer les recommandations des sociétés savantes. C'est la base de notre métier. Mais si j'applique bien ces recommandations, c'est dans le but d'améliorer mes pratiques professionnelles. Ça, c'est la base. Maintenant, on me demande, si je veux travailler encore mieux, d'évaluer mes résultats. Je me compare. Qui se compare? Qui recueille de façon prospective toutes ces données pour faire du benchmarking, ah ben moi je suis au moins aussi bonne, voire meilleure que les autres. Ça devient plus difficile. Et puis on me demande de faire de la RAC à moyen constant, et alors là, ça devient encore plus difficile. Et pourtant, progresser, s'améliorer, c'est la base de notre métier. Alors la RAC, oulala, là on y arrive, on me demande, c'est presque une injonction, c'est presque un standard de soins, de faire de la RAC à tout prix. Un moyen constant, bien sûr, mais ça c'est impossible. Et puis d'évaluer mes résultats. Finalement, je dis que je fais de la RAC, mais j'en fais vraiment ou j'en fais à moitié? Donc il faut que j'évalue mes résultats. Qui le fait? Et en plus, maintenant, je vois arriver le spectre de la préhabilitation. Et là, je n'en peux plus. Moi, je veux bien faire tout ça, mais je veux être sûre que ce soit pour le bien de mes patients. Donc, ce que je dois faire en général, j'applique les recommandations des sociétés savantes. Et là, vous avez les recommandations de l'ASFAR pour la prévention du risque ischémique, la prise en charge des patients qui ont une cardiopathie ischémique, avec ici un algorithme qui est très clair et qui est assez simple, très simple même, à appliquer. Et vous avez ces fameuses recommandations qui viennent de paraître, qui sont, on va dire, très denses. C'est 90 pages, c'est 700 références. Et là, franchement, je préfère, plutôt que d'essayer d'absorber tout ça, que quelqu'un d'autre fasse la consultation d'anesthésie à ma place, parce que ça devient très compliqué, en particulier pour ces fameux patients à haut risque cardiovasculaire, puisque c'est pour eux que la stratification préopératoire du risque, elle est essentielle pour éviter ces fameuses complications cardiaques. Voilà. Donc, la prise de décision, elle se fait au moment de la consultation d'anesthésie. Je vais estimer la gravité du patient avec le score de Lee. Je vais estimer le risque chirurgical. Il va falloir que je teste mon patient avec cette stratification qu'on va voir plus tard pour ce qui est de rationaliser l'indication des examens complémentaires. Et puis, à terme, je vais faire de l'optimisation thérapeutique. Et vous savez qu'on a essentiellement, hors anticoagulation, bien évidemment, 4 classes thérapeutiques qu'il va falloir gérer, que sont les bêta-bloquants, les IEC ou anti-ARA2, les diurétiques et les fameuses glyphosines dont on parle de plus en plus. Les recommandations, qu'est-ce qu'elles nous disent pour ce qui concerne cette optimisation thérapeutique? Il ne faut pas, ça tout le monde le sait, interrompre les bêta-bloquants. Il ne faut pas donner les IEC hors insuffisance cardiaque le jour de l'intervention. On ne doit pas débuter des bêta-bloquants avant une intervention. Et pour ces patients au risque cardiovasculaire, on ne doit pas donner d'anti-inflammatoires en première intention. Aïe, 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 ça va poser un problème pour l'antalgie de ces patients. Et donc, ce qu'on me demande, c'est de passer d'une situation potentiellement explosive à une situation, on va dire, à peu près maîtrisée, en prenant en compte le risque de la chirurgie et le risque du patient. On va définir 3 strates de patients, les patients à bas risque, les patients à risque modéré et les patients à haut risque. Et vous voyez finalement, c'est ça l'algorithme des nouvelles recommandations, que en fait, ça commence à se compliquer dès qu'il y a du vert et qu'il y a du jaune, c'est qu'il y a des choses à faire, et il y a des choses à faire très vite. Il y a pratiquement rien à faire si votre patient n'a aucun facteur de risque, aucune maladie cardiovasculaire connue, qu'il a moins de 65 ans. Là, on est à peu près tranquille, il n'y a rien à faire, quasiment pas, sauf on commence à se poser des questions si on va vers une chirurgie à haut risque, si votre patient a plus de 45 ans, et là on vous dit, quand même, il faudrait doser des biomarqueurs. Bon, ok. Après, si vous avez un patient qui est à risque intermédiaire, dès que vous allez vers une chirurgie à risque intermédiaire, là, ça commence à se densifier avec ECG, biomarqueurs, évaluer la capacité fonctionnelle, etc., jusqu'à aller aux patients à haut risque
pour une chirurgie à haut risque, eh bien là, on tombe dans la consultation spécialisée. Il va falloir vous aider d'exploration complémentaire spécialisée. Tous les patients, effectivement, ne se ressemblent pas, le but étant qu'ils arrivent à passer l'obstacle. Bon, ils ne partent pas tous avec la même égalité des chances, et nous, on est dans une situation qui est relativement complexe. Soit on a du temps, c'est-à-dire qu'on voit les patients bien en amont, on est cardiologue, c'est cool, on a un bureau, on a 4 à 6 semaines pour bilanter le patient, on va pouvoir appliquer tranquillement toutes les recommandations. Soit on est l'anesthésiste qui court partout. Alors ça peut être parce que la chirurgie est programmée très vite après la consultation, ça peut être parce que la chirurgie est time sensitive, et là on se retrouve à faire avec un examen clinique. C'est la base, vraiment c'est la base. L'interrogation, c'est la base. Les symptômes, c'est la base. Mais enfin, il faut prendre le temps de le faire. Le CG, il faut tester son patient à l'effort. Tous les patients à haut risque cardiovasculaire, il faut les tester, évaluer à l'interrogatoire leur capacité à l'effort, faire ce bilan, comme on l'a vu tout à l'heure, cardiologique, basique, ETT, biomarqueur, pour presque, on l'a vu, tous les patients à haut risque cardiovasculaire, voir des consultations cardiologiques spécialisées, faire de l'optimisation thérapeutique. On nous dit « Ah, le patient, il est âgé, il est fragile. Ah, il faut faire une évaluation gériatrique en plus. » Et puis peut-être, à la suite de cette évaluation gériatrique, il va falloir faire de la préhabilitation en plus. Ah, j'y suis. Et enfin, de la RAC. OK. Donc, point clé, la stratification du risque. Pour arriver à une prise de décision, j'évalue le patient. J'évalue sa capacité fonctionnelle à l'effort. Mais ça peut être très difficile. Pourquoi ? Le patient est BPCO, il est dyspnéique. Ça ne marche pas trop bien. Le patient est déconditionné à l'effort. Le patient est dénutri. Il a une limitation fonctionnelle parce qu'il a une prothèse de hanche, parce qu'il marche avec un déambulateur, que sais-je. Et là, on sait très bien que les tests subjectifs sont très peu prédictifs de complications cardiaques et de mortalité de façon très fiable, et que les recommandations, c'est d'utiliser de préférence l'interrogatoire et le questionnaire de Duke, ce qui est moins pire que les autres. Les biomarqueurs, waouh! Alors les biomarqueurs, si on regarde ces recommandations, il faut faire des biomarqueurs à tout le monde. OK. Troponine, peptide natriurétique, pour tous, ou presque, c'est compliqué, autant pour un patient insuffisant cardiaque, on se dit que doser les peptides natriurétiques, ça va peut-être pouvoir nous donner une idée de la cardiopathie sous-jacente s'il y en a une. Autant doser la troponine à tous les patients de plus de 45 ans, dès qu'ils ont 2 facteurs de risque cardiovasculaire et qui sont éligibles à une chirurgie à risque intermédiaire élevé, je ne sais pas quelle sera la rentabilité effective des dosages de ces biomarqueurs. Peu importe, donc on fait ETT, test d'effort, voire coronarographie si nécessaire, en respectant, vous voyez, ces recommandations. Je vous rappelle que, en fonction, je vous ai mis le code couleur, il y a des recommandations où le bénéfice est largement supérieur au risque, où le bénéfice est supérieur au risque, et avec des niveaux de preuve différents. Et vous voyez que là, on est sur des recommandations B ou C. La recommandation B, c'est il y a une seule étude contrôlée randomisée ou de larges études, mais non randomisées contrôlées. Alors, j'ai fait tout ça. Voilà, mon patient, je l'ai bien évalué. J'ai appliqué toutes les recommandations et finalement, j'évalue mes pratiques professionnelles. Si je fais tout, est-ce que je fais bien ? Et alors, je vous recommande la lecture de cet article très intéressant de Luratibus, Giovanna Luratibus, qui a beaucoup publié sur les biomarqueurs. C'est une cohorte d'environ 6000 patients, et ils se sont basés sur l'algorithme des recommandations de l'ESC de 2014. Et sur cette cohorte de patients, finalement, ils ont regardé ceux pour lesquels, à partir, c'était l'étape 3, d'évaluer le risque de la procédure, et donc de faire ou pas un bilan cardiaque. Ils ont regardé chez ceux qui n'avaient aucune indication à avoir des examens complémentaires, mais qui les ont eu quand même, la proportion de patients chez qui on a retrouvé des choses positives. Et au fur et à mesure, ils ont regardé en fonction d'avancer dans le risque opératoire, finalement, qu'est-ce qu'on retrouvait. Vous voyez que dans les classes où, finalement, on ne demande pas de cardiac testing, enfin, pas d'examen complémentaire, aucun, bon,
la survenue d'événements cardiaques, elle est relativement faible et qu'en fonction du niveau de recommandation, effectivement, quand on arrive aux classes où il y avait plus de 3 facteurs de risque pour des chirurgies à haut risque, effectivement, la mortalité cardiovasculaire à 30 jours, à 1 an, elle est très élevée et que bien sûr, on a une rentabilité diagnostique des examens complémentaires qui est relativement bonne, voire même très bonne. Et puis, deuxième question qu'ils se sont posées, ils se sont dit, bon ben finalement, si on a été au-delà des recommandations ou en deçà des recommandations, est-ce que ça a eu un impact sur le pronostic ? Bon, on se rend compte que finalement, à part pour les tests d'ischémie, où le fait de ne pas les faire quand ils seraient indiqués, ça a un impact sur la mortalité. Pour le reste, la discrimination pour la survenue des événements cardiaques, en usant ces algorithmes, la sur- ou la sous-utilisation, ça a changé, ça modifiait pas fondamentalement le pronostic. Ça pose quand même une première question sur ce qu'on fait au quotidien. Petit entracte, petit cas clinique. Alors, cas clinique sans réponse, je vous le présente. Donc, c'est RAC ou pas RAC. Madame, elle a 72 ans. Elle est programmée pour une cholécystectomie par célio. C'est une dame qui est hypertendue, dépressive, qui a une arthrose de genou et un canal carpien, un canal lombaire étroit, et qui donc a une marche qui est limitée. Cette dame a fait une cholécystite lithiasique. Elle a eu un drainage de la voie biliaire par voie percutanée en urgence 5 semaines auparavant. Elle va très bien, son mode de vie qui est évalué, elle vit seule, elle a une fille, elle est autonome pour les activités de la vie quotidienne, elle a une activité qui est évaluée environ à 4 mètres, elle n'a aucun trouble cognitif, elle a un traitement classique avec inhibiteur calcique, IEC, Imovane, Celebrex, ibuprofène et tramadol en cas de poussée douloureuse. Donc son risque chirurgical, il est intermédiaire. La patiente, elle est plutôt à risque modéré, bas modéré. Bon, elle a son âge comme facteur de risque. Elle a une capacité fonctionnelle à l'effort qui est très difficile à évaluer compte tenu de ses troubles de la déambulation. On lui fait quoi? Un bilan biologique standard, pas de dosage de biomarqueurs. On lui recommande d'arrêter ses anti-inflammatoires, d'arrêter ses IEC, de poursuivre ses inhibiteurs calciques. Elle a une charge en carbohydrates selon des règles de bonne pratique, une petite prémédication. Elle va au bloc, ça se passe très bien. Elle va en SSPI, ça va toujours très bien. Elle est admise en salle, tout se passe bien. Malheureusement, au cours de la nuit, elle s'agite, elle devient agressive, elle chute, comme ça arrive souvent. On lui donne un traitement parentalgique avec perfalgan et tramadol. Le lendemain, elle est somnolente le jour, agitée la nuit. Quelqu'un lui prescrit de l'aldol en salle et au moment de sortir, finalement, on s'aperçoit que non, elle ne va jamais pouvoir rentrer chez elle et que donc elle aura droit à un SSR gériatrique avant de regagner son domicile. Donc je ne réponds pas à la question RAC ou pas RAC. Parce qu'au fait, faire de la RAC, c'est quoi? Alors, c'est tout ça, ça vous le savez. Et la question qu'on se pose concernant des patients à haut risque, et particulièrement des patients à haut risque cardiovasculaire, finalement, ce qu'on veut savoir, c'est si c'est safe. Donc, est-ce que les données de la littérature permettent de conclure sur la diminution des complications et sur la durée d'hospitalisation? On dirait pour le patient pas particulièrement à risque. Oui, il y a quand même un niveau de preuve dans la littérature qui montre que oui, effectivement, les protocoles de RAC, ça diminue la durée d'hospitalisation et les complications. Sur la satisfaction du patient, sur la qualité de vie, c'est plus flou. Avec quel niveau de preuve? Un bon niveau de preuve. Maintenant, est-ce que les patients à haut risque, c'est-à-dire les patients âgés, peuvent-ils bénéficier d'une procédure RAC versus, on est bien d'accord, et c'est ça qui est important, des règles de bonne pratique professionnelle qui sont les vôtres, les miennes? Question. Alors, est-ce que, pour ce qui concerne le cas clinique de ma patiente, j'ai pu trouver des réponses dans la littérature? J'ai cherché, j'ai trouvé une étude, je me suis dit, oui, il y a toujours un bundle de mesures pour diminuer la durée de séjour. Ça fait quand même partie des règles de bonne pratique. Bon, maintenant, est-ce que ces mesures, elles sont révolutionnaires? Pas tellement. Oui, d'accord, une structure spécialisée. Oui, d'accord, des anti-inflammatoires. Oui, d'accord, de la dexaméthasone. Oui, d'accord, une antibioprophylaxie. Enfin, rien de très révolutionnaire. Donc, je ne suis pas convaincue par cette étude. Et je dis, les données de la littérature, est-ce que ça permet de conclure, dans ce cas particulier de cette chirurgie, pour diminuer la durée d'hospitalisation? La réponse personnelle, c'est plutôt non.
Alors faire de la RAC, je vous l'ai dit tout à l'heure, on sent que, voilà, on veut nous pousser à faire de la RAC. Pourquoi pas? Faisons de la RAC. Mais alors comment on fait de la RAC? Est-ce qu'une approche incitative, on nous dit « faites de la RAC, ça va marcher ». Ça vient d'en haut? Oui, ça vient d'en haut. Il y a des rapports de la Haute Autorité de Santé qui dit, voilà, faites de la RAC, il faut faire de la RAC. Il y a un certain nombre d'outils très utiles qui sont mis à votre disposition avec les guidelines des sociétés savantes. Il y a des MOOC, il y a des sociétés autonomes, il y a la société Grace, il y a la société ERAS, tout ça qui met à votre disposition des contenus pour vous aider à démarrer un programme de RAC. Vous avez même l'ARS qui organise des programmes pour implémenter des procédures RAC dans les services, avec des collaborations interinstitutionnelles, avec des visites de centres experts, etc. etc. D'accord? Et donc, ça marche? Eh bien, oui, un peu, mais pas tant que ça. Voilà, ça c'est une étude qui a été faite à l'initiative, c'est une étude française qui a été faite à l'initiative d'Ambroise Paré, l'hôpital. Et donc, ils ont fait une étude avant-après. Est-ce que finalement, toutes ces incitations, tout ce qui avait été mis à leur disposition au sein du centre de l'assistance publique, ça avait marché? Donc, avant-après, 2015 versus 2017, bon, il y a un petit effet, mais enfin, c'est pas... Voilà, il y a beaucoup de NS en fonction des types de chirurgie, puisque c'était pour différentes chirurgies. Bon, il y a un petit effet, mais enfin, ça marche sans plus, quoi. Voilà. Est-ce que ça marche de faire de la RAC chez les sujets au risque cardiaque? Bon, alors, il y a cette énorme étude, la Power Study, c'est une étude espagnole, et on regarde finalement si faire de la RAC, ça peut marcher sur finalement ces patients un peu compliqués, particulièrement ceux qui vont faire des complications cardiovasculaires. Et vous voyez deux groupes. Et bien finalement, parmi ceux qui vont faire des complications, pour lesquels on pourrait dire que la RAC n'est pas bénéfique, eh bien, on retrouve les patients, toujours les mêmes, ceux qui ont une insuffisance rénale, ceux qui vont faire une complication respiratoire, ceux qui vont faire des complications d'OAP, de thrombose, etc., etc. Avec une étude comme ça, une grosse étude comme ça, bon, est-ce qu'on peut dire que réellement faire de la RAC chez le sujet à haut risque de complications cardiovasculaires, c'est safe? La réponse, pour moi, elle est plutôt non. Effectivement, on s'aperçoit que faire de la RAC, il faut la faire vraiment, et que ce qui marche quand on fait de la RAC, c'est d'avoir une adhésion, un degré d'adhésion au protocole qui est très, très, très élevé. Plus de 70% d'adhésion au protocole. Seule cette adhésion parfaite ou quasi parfaite, c'est la barre qu'on met pour considérer qu'il est fait correctement. Il n'y a que cette adhésion élevée à un programme de RAC qui peut permettre l'amélioration du protocole. Et là, vous voyez qu'ils ont testé les différents centres en fonction de leur degré d'adhésion. Et bien, ceux qui adhéraient le moins versus ceux qui adhéraient le plus, là, effectivement, on pouvait voir un certain nombre de complications qui montraient que la RAC pouvait être favorable et safe. Alors, certes, donc, je fais de la RAC, je la fais, mais j'adhère pas complètement au programme de RAC, ça marche pas. Bon, donc il faut que j'évalue mes résultats. Et là, vous avez par exemple des données d'un centre, c'est une étude française aussi, qui montre qu'à partir du moment où on évalue ses résultats et où on augmente son degré d'adhésion aux mesures de ce protocole, bon, là, on arrive à avoir effectivement une diminution des complications. Alors maintenant, on n'a toujours pas la réponse pour nos fameux patients à haut risque, en particulier à haut risque cardiaque. J'ai cherché partout, alors voilà, je n'ai pas réussi à avoir de réponse. Donc je me suis dit, tiens, un des objectifs de la RAC, c'est quand même de diminuer la durée d'hospitalisation. Donc on va rechercher si les protocoles, s'il y a des moyens de diminuer la durée d'hospitalisation chez les patients à haut risque. Alors j'ai trouvé cette étude, c'est une méta-analyse dans laquelle sont incluses des études RAC et qui montrent des résultats
qui ont évalué beaucoup d'interventions, des prises en charge multidisciplinaires, la gestion des médicaments, l'évaluation gériatrique, la planification de la sortie, des dispositifs de télémédecine, un parcours patient bien identifié. Et en fait, on s'aperçoit que les résultats sont assez décevants, avec très peu d'études randomisées contrôlées, aucune intervention isolée qui ne peut réduire le risque. Et la conclusion, c'est de dire à adapter au contexte local. Donc, vous voyez que parmi les patients à haut risque, les résultats, ils sont, on peut pas dire, ils sont très variables et ils dépendent effectivement de l'efficacité d'adhésion au protocole. Alors, je prends un exemple, la chirurgie cardiaque, puisque c'est ma spécialité. Donc, je me suis dit, tiens, la chirurgie cardiaque, est-ce qu'au moins pour ça, je peux conclure? Et en fait, quand on regarde les raisons d'échec à une procédure de RAC, alors, il y a plusieurs études, j'en ai choisi une. Les critères d'inclusion, c'était tous les patients qui avaient un Neuroscore inférieur à 3. Bon, les autres, ils n'y sont pas, par définition. OK. Un BMI inférieur à 40. OK. Et qui ont plus de 16 ans, ça, on peut le comprendre. Tous ceux qui sont exclus, c'est les plus graves. Ceux qui ont une HTAP, ceux qui ont une BPCO, ceux qui ont des antécédents de pathologies neurologiques, les pathologies urgentes, les rédux. Bon, après, les patients qui sont isolés, ça, on peut tout à fait le comprendre. Et donc, dans ce protocole, le taux d'échec, il est très faible. Mais il faut savoir que chaque patient, à la sortie du bloc, il est réévalué pour être réidentifié comme allant dans une filière RAC ou pour ne pas y aller. Donc, forcément, le taux d'échec est très, très faible. Et maintenant, en continuant mes recherches, je suis allée lire la revue de Cochrane. Et, bon... C'est pas moi qui ai conclu, c'est les auteurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, il y a quand même un faible niveau d'évidence pour dire que pour les patients à haut risque, ces procédures RAC sont possibles, acceptables et sécures. Voilà. Bon, avec quel niveau de preuve? Alors là, on revient sur toujours notre spécialité. On a fait, la SPHAR, avec la SFCTV, a fait en 2019 la RAC après lobectomie pulmonaire et la RAC après chirurgie cardiaque, à laquelle j'ai participé d'ailleurs. Et donc, on se dit, bon, d'accord, on a fait des recommandations de RAC. On a fait des recommandations de RAC ou on a fait des recommandations de bonne pratique. Avec quel niveau de preuve? Finalement, si on reprend l'analyse des recommandations, je n'ai gardé que les recommandations de grade 1 avec un accord fort. Il y en a peu. Et franchement, dites-moi, parmi toutes celles-là, celles que vous ne faites pas déjà. Délivrer une information de qualité, encourager le sevrage tabagique, utiliser de l'ALR, utiliser un dispositif aérostatique, etc., etc., ne placer qu'un seul drain, retirer le drain le plus rapidement possible, utiliser un programme de RAC post-opératoire, incluant au minimum la mobilisation précoce. Maintenant, je prends la même chose pour la chirurgie cardiaque. C'est pareil. Qu'est-ce que vous ne faites pas là-dedans? Obtenir un sevrage tabagique? Oui. La décontamination? Oui. La stratégie de prévention de la fibrillation auriculaire? Oui. La normothermie, je pense que quasi la totalité des centres fonctionnent en normothermie. Utiliser une CEC optimisée, OK. Mettre en place un programme de PBM, réaliser une extubation précoce. Ce sont des règles de bonne pratique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Rien. Alors, si, pour être pas complètement de mauvaise foi, je dis je ne fais pas de RAC. Mais je fais bien. J'applique quand même pas mal des recommandations de la Société savante. Par exemple, j'ai pris mon exemple personnel. Là, vous avez toutes les mesures qui ont été préconisées avec un accord fort par ces recommandations de l'ASFAR pour la chirurgie cardiaque. Dans mon centre, je ne fais pas de RAC. On est en train de mettre en place un programme RAC, mais je m'aperçois que je fais quand même bien parce que je fais au moins 4 ou 5 mesures en préopératoire. Je fais toutes les mesures en péropératoire et je fais 6 ou 7 mesures en post-opératoire. C'est des règles de bonne pratique clinique. Au total, j'en fais 16 ou 17 sur 22. Je ne sais pas si ça fait exactement 70%, mais j'en suis pas loin. Et pourquoi je ne fais pas de RAC? Je ne fais pas de RAC, par exemple, je ne vois pas les patients en amont. Voilà, le carnet de commande, voilà. Si un patient arrive 48 heures avant, c'est merveilleux. Plus, c'est compliqué parce que les chirurgiens ne sont pas motivés. C'est un obstacle. Je n'ai pas d'infirmière. Vous non plus. Très drôle. Et je pense que c'est votre cas.
pas d'infirmière de coordination, pas d'infirmière d'éducation thérapeutique. Grosse difficulté. Comment on peut faire fonctionner un programme de RAC sans moyens et en particulier sans infirmière de coordination? Pas non plus de moyens pour les mobiliser précocement en salle, pas de structure de réhabilitation post-opératoire, pas de RAC sans personnel paramédical qualifié et motivé. Ce sont des causes majeures de non-adhérence au programme RAC. Et d'ailleurs, il y a peu de littérature infirmière dans ce domaine, alors que c'est vraiment un domaine d'expertise pour elle. J'ai besoin de critères fiables pour la sélection des patients. Je n'ai pas trouvé la réponse dans la littérature. On peut aussi opposer, je ne suis pas un centre expert, ce qui n'est pas mon cas, mais ça peut être le cas de structures. Je ne suis pas un centre expert pour assurer la prise en charge des patients à haut risque cardiovasculaire. Je n'ai pas les moyens de faire une évaluation préopératoire cardiaque spécialisée. Je n'ai pas non plus les moyens de prendre en charge des complications post-opératoires graves. Je ne sais pas comment gérer en pratique dans cette petite structure et dans une perspective de RAC les anticoagulants, par exemple, ou la prise en charge de la fibrillation auriculaire post-opératoire. Bon, ça me complique un peu la vie. Et puis, j'ai lu toutes les recommandations qui font recommandations de l'ESC, qui font une seule recommandation. Il n'y a rien sur la RAC, mais vraiment rien. Une seule recommandation en faveur de procédures vidéo-assistées ou endovasculaires chez les patients à haut risque cardiovasculaire. Bon, je n'ai pas beaucoup de réponses à mes questions. Est-ce que l'âge, finalement, pour finir, c'est un critère pour sélectionner, pas sélectionner les patients pour un programme RAC? Est-ce que l'âge, en soi, c'est une contre-indication parce qu'on sait que l'âge est associé à beaucoup de maladies cardiovasculaires? Bon, oui, clairement. Est-ce qu'il y a maintenant des scores qui peuvent me permettre de stratifier? Bon, il y a certaines tentatives dans la littérature, rien de bien concluant. Et puis surtout, on arrive à des scores qui vont intégrer le score ASA, l'âge, la préalbumine. Bon, d'accord, mais ça ne fait pas beaucoup de facteurs de risque modifiables sur lesquels je vais pouvoir avoir un impact. Alors, pour ne pas être totalement de mauvaise foi, faire de la RAC chez le sujet âgé, est-ce que c'est la réponse à mon cas clinique? Oui, probablement. Il y a quand même quelques données dans la littérature qui permettent de conclure que la RAC chez le sujet âgé, c'est possible. Ça diminue effectivement la durée de séjour, ça diminue effectivement les complications. Au prix d'une évaluation gériatrique qui est quand même très consommatrice de temps, je vous conseille la lecture de cette revue sur l'optimisation préopératoire du sujet âgé. Elle est remarquable et elle est sortie en début d'année dans l'American Journal of Medicine. Pour conclure, ce qui est faisable également en pratique, l'évaluation gériatrique, la préhabilitation, améliorer les performances physiques, améliorer l'anxiété, améliorer la dépression, améliorer la sociabilisation, s'entretenir avec les familles, tout ça, ce serait des réponses à mon cas clinique. Si tout ça avait été fait en amont, peut-être qu'effectivement on aurait pu aboutir à un résultat positif. Corriger les facteurs de risque, rechercher les facteurs de risque de délirium, raccourcir le jeûne préopératoire, en post-opératoire, mobilisation précoce, visite précoce, etc., 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 et réadaptation post-opératoire. Voilà, je laisse maintenant la parole à mon successeur pour répondre à toutes mes interrogations, qui répondront également à toutes les vôtres, j'espère. Merci.